Vous voyez tous la présentation, le partage? Oui. D'accord. Donc, on continue l'exercice du TD transaction. Là, on s'est arrêté. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a deux transactions, T1, T2. On définit les actions de ces deux transactions. Donc, on vous dit que T1 fait une lecture sur A, une lecture sur B, ensuite elle écrit sur A. Par contre, T2 fait une lecture sur B, une lecture sur A, ensuite elle écrit sur B, elle écrit sur A. Donc ça, c'est les opérations des transactions. On a deux ordonnancements, O1 et O2. On va appliquer le V de P sur ces deux ordonnancements. Alors, le protocole de verrouillage à deux phases sur ces deux ordonnancements. Alors, O1 commence par R1 de A. Ça veut dire, c'est quoi? C'est T1 qui veut faire une lecture sur l'objet A. Est-ce qu'on lui accorde? Alors, vous pouvez m'écrire dans le chat la réponse. Oui. Alors, il y a certains de vos camarades qui disent oui. On lui accorde parce que bon, c'est le début. On suppose que tous les objets sont libres. Donc, on accorde le verrou à T1. Donc, T1 demande et obtient un verrou de lecture sur A. Ensuite, la deuxième opération, c'est R1 de B, c'est-à-dire c'est T1 qui veut aussi lire sur l'objet B maintenant. On lui accorde? Oui, donc on lui accorde aussi. Donc, c'est toujours la même transaction qui veut lire sur B, et donc on lui accorde le verrou partagé et elle exécute sa lecture. R de 2B, donc tant que c'est des lectures, vous comprenez bien que tant que c'est des lectures, jusqu'à maintenant on ne fait que des lectures, donc on va autoriser toutes les transactions à faire leur lecture. Donc ici, c'est T2 qui veut lire le B, donc on lui accorde, elle exécute sa lecture. Ensuite, c'est T2 qui veut lire le A, et donc on va aussi lui accorder. Donc là, T1 a obtenu des verrous partagés sur A et B, et T2, la même chose, elle a obtenu des verrous partagés sur A et B. On commence maintenant une demande d'écriture. Ici, c'est T2 qui veut faire une écriture. T2 qui veut écrire sur B. Alors, est-ce qu'on va lui accorder? Très bien. Pourquoi? Parce que l'objet n'est pas libre, il a été verrouillé en partagé par une autre transaction. Parce qu'on a dit, pour pouvoir avoir un verrou exclusif, il faut soit l'objet est complètement libre, soit c'est la seule transaction qui a eu déjà des verrous sur cet objet. D'accord? Donc, s'il y a une autre transaction qui a déjà eu un verrou partagé sur cet objet, ça y est, il n'est plus libre. D'accord? Donc, on ne va pas accorder à T2 le verrou sur A. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on va lui refuser le verrou, ça veut dire qu'elle va être mise en attente. Voilà. Donc, T2, elle est mise en attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
que T2 attend T1 ici. Elle attend que T1 libère le B. Voilà. Maintenant, il y a une autre demande de verrou exclusif sur le A. C'est T2 toujours, c'est T2. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, T2 demande un verrou X sur B. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va écrire dans ce cas-là? On attend, voilà. Comment? Elle est déjà en attente. C'est pas qu'on va lui refuser. On va même pas considérer cette opération. D'accord? Il faut pas dire pour cette opération qu'on va lui refuser parce que parce que le A n'est pas libre. On va pas voir c'est-à-dire on va ignorer cette opération. On va l'ignorer parce que T2 est déjà en attente. Elle est suspendue. D'accord? Donc, toutes les opérations, puisqu'on a mis T2 en attente, toutes les opérations de T2 ne vont pas être considérées tant qu'elle n'a pas encore repris son action. D'accord? Donc, ici, on va ignorer cette opération parce que T2, elle est en attente. Très bien. Maintenant, W1 de A. Donc, c'est T1. C'est T1 qui veut écrire. C'est T1 qui veut écrire sur le A. Elle veut un verrou exclusif. Qu'est-ce qui se passe pour T1? Est-ce qu'on lui accorde? Est-ce qu'on lui accorde pour T1 le verrou X sur A? Oui, madame. Oui. Elle libère Qui a libéré? W1A, car elle est la dernière instruction dans T1. Elle n'est pas la dernière. Elle est la dernière, mais T2, elle est mise en attente. La transaction T2 a été mise en attente. T2 n'a pas terminé. D'accord? T2, quand elle est mise en attente, tous les verrous qu'elle a eus avant d'être mise en attente, elle les a toujours. D'accord? Tous les verrous que T2 a déjà eus avant qu'elle ne soit mise en attente, elle a obtenu un verrou, des verrous partagés. D'accord? Donc, ces verrous-là, elle les a toujours, elle ne les a pas libérés. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut accorder à T1 le verrou exclusif? Non. Dans ce cas-là, non. Vous êtes tous d'accord? Donc, T1, ici, pour W1 de A, c'est T1 qui a besoin d'un verrou exclusif sur A. On ne va pas lui accorder parce que le A n'est pas libre. Le A n'est pas libre. On a déjà accordé, voilà, T2, elle a eu ici, elle a obtenu un verrou S de A, T2, avant qu'elle ne soit mise en attente. Elle a déjà eu S de A. Donc, A n'est pas complètement libre. Et donc, T1 est mise en attente. Elle est mise en attente parce qu'elle va attendre que T2 libère le A. Et donc, T2, elle est déjà en train d'attendre T1. Donc là, vous voyez bien qu'on a un interblocage. D'accord? Parce que T1 attend T2 et T2 attend T1. Donc ici, on a un interblocage. T2 attend T1 et T1 attend T2, donc on a un interblocage. Alors, si je vais dessiner le graphe d'attente. Donc, nous avons T2 qui attend T1 et T1 qui attend T2. D'accord? C'est une boucle. Alors, ici, on dit que O1 n'est pas productible
par le protocole V2P. C'est clair pour cet exemple, pour cette question, la première? Très bien, donc on passe à la question suivante. Donc c'est pour le deuxième ordonnancement. Alors pour le deuxième ordonnancement, nous avons R1 de A, R1 de B, R2 de B, W1 de A, R2 de A, W2 de B, W2 de A. Alors, au début, comme tout à l'heure, on va supposer que tous les objets sont libres. Donc, tant que c'est des lectures uniquement, on va accorder. D'accord? Donc, R1 de A, on va accorder S de A à T1. R1 de B, on va accorder S de B R1 de B, on va accorder S1 S de B à T1 et R2 de B, on va accorder S de B à T2. Bon, il y a votre camarade qui demande, quand on a, dans ce cas, quand on a un interblocage, quelle est la solution? Je l'ai déjà dit avant que quand il y a un interblocage, la solution, c'est d'éliminer, enfin, d'annuler une transaction. Ici, on a que deux transactions parce que c'est un exemple seulement. Donc, il suffit d'annuler une des deux. Et je suppose que puisque c'est T1 qui s'est plus exécuté, d'accord, parce que T1, elle est arrivée à sa dernière opération. Peut-être qu'on va annuler T2. Enfin, c'est presque la même chose, hein, parce que même T2, je pense que c'est le même cas. C'est la dernière opération. Elle a été mise en attente dans la dernière opération. Non, T2, elle a deux écritures. Voilà. D'accord. Donc, on peut annuler peut-être T2. C'est-à-dire là, le système dans la pratique, il y a plusieurs critères à tenir en compte, d'accord, pour choisir la transaction à annuler. Donc ici, pour T1, donc on va accorder le verrou S de A c'est ça, celle qui a le moins de ressources. Alors, je répète, donc pour T1, je vais accorder S de A, je vais lui accorder S de B. D'accord? Donc T1 demande et obtient S de A, puis exécute sa lecture. Elle demande, pour exécuter R1 de B, elle va demander et elle va obtenir le verrou S de B, parce que B est toujours libre. Et la même chose pour R2 de B, c'est T2 qui a besoin de S de B. On a dit, tant que c'est des lectures, il n'y a pas de problème. Elles peuvent partager le même verrou. Donc, on a ici T1 et T2 qui partagent le verrou de lecture sur B. Elles ont en même temps le verrou de lecture sur B. Donc, les deux transactions ont exécuté leur lecture. Maintenant, on arrive à W1 de A. Donc, ça ressemble à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Voilà, donc on va lui refuser. Très bien. Donc, pour la première lecture, c'est T1 qui veut faire une lecture sur A. On va lui refuser. Elle va être mise, pardon. On va lui accorder parce que T2 a fait une lecture uniquement sur le B. Le A est complètement libre. Il est libre et c'est la T1, c'est la même transaction qui a un verrou de lecture sur A, plutôt. D'accord? Ici, dans notre cas, ici, W1 de A va s'exécuter normalement. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que le A, la seule transaction qui a eu un verrou sur A, c'était 1, c'est elle-même. On a dit qu'une transaction n'est pas en conflit avec elle-même. S'il y a un conflit, c'est avec d'autres transactions. D'accord? C'est bon, me toucher. On a dit c'était 1, c'est la seule qui a eu un verrou sur A. T1 n'est pas en T1 n'est pas en conflit avec elle-même. D'accord? C'est elle qui a le verrou sur A. B, T2 n'a rien eu pour A. T2, elle a eu un verrou sur le B. C'est bon, Metoshi? C'est clair? Alors, et on remarque ici, vous voyez le reste de l'ordonnancement, ce n'est que des opérations de T2. Donc, on comprend que T1, c'est la dernière opération de T1. C'est-à-dire là, si je vois ici dans le... Pardon. Ici. T1, sa dernière opération, c'est W1 de A. D'accord? Alors, même si je ne vous donne pas le corps des transactions, à partir de l'ordonnancement, vous pouvez le savoir. C'est-à-dire là, j'ai toutes les opérations de mon ordonnancement. Quand la dernière opération d'une transaction, c'est là où elle se termine. Si elle l'exécute correctement, elle se termine. Donc ici, vous remarquez que la dernière opération de T1 dans cet ordonnancement, c'est W1 de A. D'accord? Donc T1 a exécuté cette écriture. Donc, elle a terminé. Elle va libérer les verrous qu'elle a. D'accord? Elle s'est bien terminée. Elle libère les verrous. Donc, qu'est-ce qu'elle a libéré? Elle a libéré le A. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est T2 qui veut lire le A. Bon, ici, puisque nous avons que T2, c'est normal que tout va se passer normalement, puisqu'il n'y a pas une autre transaction. D'accord? Elle va terminer seule, donc c'est sûr qu'elle continuera toutes ses opérations. Donc, elle exécute TR2 de A. Donc, T2 demande et obtient un verrou S de A et exécute sa lecture. Ensuite, elle exécute W2 de B et W2 de A. Donc, pour W2 de B, elle va obtenir le verrou exclusif sur B et elle exécute son écriture. Et pour W2 de A, la même chose. Elle va obtenir le verrou exclusif sur A et elle va exécuter sa lecture. Parce qu'elle est seule. Elle n'a pas de conflit avec d'autres transactions. Donc, ici aussi, T2 va se terminer normalement. Elle va libérer les verrous. Donc, contrairement à O1, O2 est productible par le protocole V2P. D'accord? O2 est productible parce qu'il s'est bien produit. Ici, on n'a pas eu à dessiner le graphe d'attente parce qu'il n'y a pas eu d'attente. D'accord? Donc, même des fois, il y a des attentes et ensuite, les transactions reprennent. Donc, il n'y a pas d'interblocage forcément des fois, quand le protocole est productible, même s'il y a des attentes, ensuite, il y a des reprises
Et donc, on termine sans avoir d'interblocage dans le graphe. Alors, je rappelle ici le graphe, quand est-ce on sait qu'il y a un interblocage, c'est quand il y a un circuit, parce que le graphe est orienté. D'accord? Donc, il s'agit de chercher les boucles en considérant l'orientation des flèches. D'accord? C'est un circuit, pas un cycle. D'accord? Maintenant, on nous demande d'appliquer l'algorithme d'estampillage pour T1 et T2. D'accord? Alors, votre camarade demande pourquoi T2, elle a eu X de B. Mais on a dit que T1, c'est terminé. Quand T1 se termine, T1 s'est terminé, elle a libéré les verrous. C'est bon. Puisqu'elle a libéré les verrous, donc T2, c'est elle qui a le S de B. C'est elle-même. Donc, il n'y a pas de conflit. J'ai dit que les conflits, c'est entre les différentes transactions. Une transaction n'a pas de conflit avec elle-même. Quand T1 a libéré tous les verrous, le seul verrou qui est resté, c'est celui qui a été donné à T2. D'accord? Donc T2, elle a besoin d'un verrou X de B. C'est elle qui a eu le S de B, il n'y a pas de problème. Donc elle peut avoir son verrou, sans problème. D'accord? Très bien. Donc on continue avec l'estampillage. Donc toujours le même exercice, mais maintenant les questions sur l'estampillage. Alors, votre camarade me demande de réexpliquer les conflits de l'estampillage. Oui? Alors, bon, je vais vous expliquer ici. Je vais dessiner comme ça une flèche, l'axe du temps, comme je l'ai fait en cours. Par exemple, supposons que ça, c'est l'axe du temps. D'accord? Et je suppose que T1 est venu avant T2, par exemple. C'est juste un...
Voilà. Ça, c'était deux. Voilà. Alors, je répète pour les conflits concernant l'estampillage. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit pour le verrouillage déjà? Pour le verrouillage, on a dit qu'une transaction ne peut exécuter son opération que si elle obtient un verrou sur l'objet qu'elle veut utiliser. Donc, si c'est une opération de lecture, elle a besoin d'un verrou partagé, S. Si c'est une opération d'écriture, elle a besoin d'un verrou exclusif, X. On a dit les conflits dans le cas du verrouillage, c'est qu'une transaction, pour avoir un verrou partagé, il faut que l'objet soit libre ou bien soit verrouillé uniquement en partagé. Donc, le conflit, c'est si elle a besoin du verrou partagé et il est déjà verrouillé en exclusif par un verrou exclusif par une autre transaction. Dans ce cas-là, il y a le conflit, donc elle est mise en attente. Ou bien, une transaction elle a besoin d'un verrou exclusif sur un objet pour faire une écriture. Et c'est quoi le conflit? Une autre transaction, elle a déjà verrouillé le même objet en partagé pour une lecture. Ça fait un conflit. Ou bien en exclusif pour une écriture. Dans les deux cas, c'est un conflit et donc on va mettre la transaction en attente. C'est-à-dire pour avoir un verrou exclusif, il faut que l'objet soit complètement libre ou bien la transaction qui demande les verrous soit la seule qui a eu déjà un verrou sur cet objet. Donc ça, c'est les conflits dans le cas de verrouillage. Ensuite, on a dit, qu'est-ce qu'on cherche dans le V2P? Le V2P, le verrouillage à deux phases, on a dit, on va essayer de chercher des ordonnancements sérialisables, c'est-à-dire des ordonnancements qui soient équivalents à un ordonnancement série. Un ordonnancement série, mais peu importe lequel. Parce qu'on avait dit que si j'ai par exemple 3 transactions, on a 3 factoriels possibilités d'ordonnancement série. D'accord? Si on a dans le verrouillage, donc on s'intéresse à n'importe quel ordonnancement en série. Peu importe, mais le fait qu'il soit équivalent à l'un des ordonnancements série, c'est bon, donc il est sérialisable. Par contre, dans l'estampillage, on a dit on va s'intéresser à l'ordre chronologique de l'exécution des transactions. Donc ici, dans cet axe, puisque T1 est venu avant T2, on va essayer de faire exécuter les transactions dans cet ordre, c'est-à-dire les opérations de T1, ensuite les opérations de T2. C'est-à-dire on s'intéresse à l'ordre séquentiel qui correspond à l'ordre chronologique de l'arrivée des transactions. Voilà. Maintenant, c'est quoi les conflits? Ça veut dire que si T1 veut lire un objet, elle veut lire un objet, cet objet, pour qu'elle puisse le lire, il ne doit pas être modifié, il ne doit pas être déjà modifié par une transaction plus récente. C'est-à-dire ici, T2, si elle a déjà modifié A, T1 ne peut plus lire le A. Parce qu'elle ne peut pas lire la modification d'une transaction plus récente. Parce que si je suppose que T1, si je respecte l'ordre chronologique, T1, normalement, fait les lectures avant T2. D'accord? Donc, on a dit le conflit. Donc, si c'est une T2 elle a fait une lecture, on a dit on permet comme avec le verrouillage, tant que c'est des lectures seulement, il n'y a pas de problème. Donc T1 elle veut lire, T2 elle a déjà lu, c'est pas un problème. Mais T1 veut lire, mais T2 a déjà modifié, là ça pose problème parce que T1 ne peut pas voir, consulter une mise à jour qui a été effectuée par une transaction qui est venue après elle. Et donc là c'est un conflit. Deuxième conflit, T1 veut modifier, c'est T1 qui veut écrire, et c'est T2
T2, qui est plus récente, a déjà lu. Elle a fait la consultation de cet objet. Donc, T1 ne peut plus modifier parce que T2 a déjà lu l'objet. Elle peut, d'accord? T1 ne peut plus modifier l'objet. Ou bien, aussi, elle veut modifier l'objet T1 et T2, elle a déjà modifié. C'est la même chose. C'est-à-dire T1 ne peut pas écraser la modification d'une transaction plus récente qu'elle. Voilà les... Alors, votre camarade... Non, mademoiselle Ben Ali. Les transactions, le traitement des transactions n'est pas en séquentiel. Les ordonnancements qu'on vous donne ne sont pas séquentiels. Qui fait jeter un tkoun kimlet? Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire, mademoiselle Hadjer. Là, on est en train de parler, on a des ordonnancements qui ne sont pas séquentiels, d'accord? Mais on est en train de faire des techniques, d'accord, qui vont faire de sorte que l'exécution donne des résultats corrects. Et on a dit, pour avoir des résultats corrects, il faut avoir des exécutions qui ressemblent, si on veut, au séquentiel. Mais vous voyez bien que le O1 et O2 ne sont pas séquentiels. OK. Très bien. Donc, on va appliquer donc ça pour notre cas. Donc, nous avons d'abord le O1. Alors ici, j'ai écrit ici l'algorithme qu'on va appliquer. Alors, voyez l'algorithme. T1 veut faire read A. On a dit le conflit, c'est si une transaction plus récente a déjà mis à jour le A. Ça veut dire que je vais consulter l'estampille de A. A, on a dit chaque objet, il a une estampille de lecture et une estampille d'écriture. D'accord? L'estampille d'écriture nous donne la dernière transaction plus récente qui a écrit sur A. L'estampille de lecture, la même chose, elle nous donne la dernière transaction plus récente qui a lu le A. Donc ici, bon, dans l'algorithme, je mets juste T2 et T1 parce que c'est ce qu'on a ici. D'accord? C'est-à-dire, je suis en train d'écrire par rapport à T1 et T2. D'accord? Parce que dans l'algorithme que j'ai donné en cours, on parle en général. D'accord? Ça veut dire que ici, si je fais un read A, T1 fait un read A, elle veut faire un read A, on va comparer l'estampille de T1 par l'estampille de l'écriture qui a écrit sur A. Si T2 a déjà écrit sur le A, ça veut dire que l'estampille d'écriture qu'on appelle EE de A, elle est égale à 2. Et dans ce cas-là, elle est supérieure à E de T1. Alors, par convention, on suppose, les estampilles, bon, puisqu'on n'a pas des instants, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un compteur. Un compteur, c'est-à-dire chaque transaction, elle a un compteur. Donc, plus le compteur est grand et plus ça veut dire que la transaction, elle est récente. Dans notre cas, nous on suppose, comme c'est dit dans l'énoncé, voilà, dans l'énoncé, on vous dit que T1, l'estampille de T1, c'est 1, et l'estampille de T2, c'est 2. D'accord? Et initialement, les estampilles de A et de B, de lecture et d'écriture, sont égales à 0. Lmax de A, bon, on appelle ça Lmax ou bien LL, EL, estampille de lecture. C'est-à-dire on utilise les deux d'écriture. Lmax, c'est l'estampille de lecture. C'est la dernière qui a lu le A. On appelle ça Lmax ou bien
On écrit aussi E de L, estampille de lecture. Bon, dans les exercices, je vais écrire E de L, c'est plus court. Et E max, estampille d'écriture, je vais écrire EE, c'est-à-dire estampille d'écriture. D'accord? Bon, ici. Donc, sont initialisés à 0, c'est-à-dire au départ, les estampilles des différents objets sont initialisées à 0. D'accord? Ça, voilà, E de L de A, E de A, estampille de lecture de A, estampille d'écriture de A, estampille de lecture de B, estampille d'écriture de B. Initialisé à 0. D'accord? E de T1, c'est 1, E de T2, c'est 2. Ça veut dire que là, j'ai supposé que T2 est plus récente que T1. D'accord? D'accord? Donc, GR1 de A, c'est T1 qui veut faire read A. Dans quel cas je vais permettre? Est-ce que je vais permettre maintenant? Qu'est-ce que je vais consulter? Est-ce que je vais consulter E de L de A ou E de A? C'est-à-dire, est-ce que je vais consulter l'estampille de lecture de A ou l'estampille d'écriture de A? Pour savoir si je vais permettre à T1 de faire sa lecture. Vous me répondez? C'est T1 qui veut faire une lecture sur A. Je vais comparer l'estampille de T1 à l'estampille de A. Mais est-ce que je vais m'intéresser à l'estampille de lecture ou l'estampille d'écriture? Écriture, madame. Bon, il y a certains qui sont en train d'écrire lecture, d'autres qui sont en train d'écrire écriture. Alors, pourquoi c'est écriture et c'est pas lecture? Parce que ici, on veut faire une lecture. On veut faire une lecture, ça veut dire que s'il y a une autre plus récente qui a fait une lecture, ça ne nous gêne pas, puisqu'on a dit qu'on permet les lectures en parallèle. Ce n'est pas un problème, c'est comme avec le verrouillage, il n'y a pas de problème de faire des lectures en même temps. Le problème, c'est si une transaction plus récente a déjà modifié le A. C'est ça le problème. Donc, je vais consulter l'estampille d'écriture de A. Est-ce que c'est clair pour T1 veut lire A? Je vais comparer son estampille, l'estampille de T1, avec l'estampille d'écriture de A. Dans l'estampille d'écriture de A, c'est-à-dire EE de A, je vais avoir la dernière transaction qui a modifié. Dans l'estampille d'écriture de A, Bendawi, j'aurai la dernière transaction qui a écrit sur le A. Si c'est une transaction qui est plus récente que T1, ça veut dire que j'aurai l'estampille d'écriture plus grand que l'estampille de T1. Si c'est le cas, je ne vais pas accepter. Parce que T1 ne peut pas consulter la mise à jour d'une transaction plus récente. D'accord, Bendawi? Mais si c'est inférieur, ça veut dire que toutes les transactions qui ont modifié sont plus anciennes que T1, là, il n'y a pas de problème. Donc ici, on va comparer E de T1, c'est la transaction, c'est l'estampille de la transaction qui veut faire la lecture, avec la dernière qui a écrit sur A. Ça veut dire E de A. Ici, étant donné que c'est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune transaction qui a déjà modifié le A. Donc, E de T1 est supérieur à E de A. Et donc, on accorde. Mais maintenant, E de L de A, c'est le maximum entre E de T1 et l'estampille de lecture de A. Alors, pourquoi on fait max? Bon, ici, c'est sûr que c'est plus grand parce que E de L de A est égal à 0. Mais supposons qu'il y a une transaction plus récente qui a déjà lu le A. Dans ce cas-là, E de L de A serait plus grand que E de T1 si une transaction plus récente a déjà fait une lecture sur A.
On a dit ça ne va pas nous gêner. On va permettre à T1 de faire une lecture. Mais seulement, je ne vais pas changer dans ce cas-là E de L de A. Parce que estampille de lecture, je dois garder toujours la plus récente. Est-ce que vous avez compris pourquoi on met le max? Alors, je répète pour le maximum. On a dit que tant que c'est des lectures, on va permettre. Donc, T1 veut faire une lecture sur A. Il n'y a pas une autre transaction qui a fait des écritures. Je vais lui permettre de faire cette lecture. Mais seulement, est-ce que je vais changer l'estampille de lecture de A ou non? Je vais la changer si la transaction qui vient de lire, T1, elle est plus récente que la dernière qui a lu. Et c'est pour cela que je vais prendre le maximum entre celle qui a, parce que E de L de A, elle contient la dernière qui a lu, mais la dernière, toujours, on garde toujours la plus récente. Pourquoi on a besoin de la plus récente? On a besoin de cette information quand on veut faire une écriture. Parce que si vous vous rappelez, les conflits de l'écriture, les conflits, quand une transaction veut faire une écriture, c'est quoi le conflit? On doit consulter et les lectures et les écritures sur cet objet. Ça veut dire que pour autoriser une transaction à faire une écriture, il ne faut pas qu'une transaction plus récente, il ne faut pas qu'il y ait une transaction plus récente qui a déjà fait une lecture sur l'objet et ou bien qui a fait une écriture sur cet objet. D'accord? C'est pour cela que si E de L de A contient une transaction, l'estampille d'une transaction plus récente à T1, je ne vais pas écraser cette valeur par l'estampille de T1. C'est pour cela qu'on prend le maximum. Ça veut dire qu'on prend toujours la transaction la plus récente qui a lieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Dans notre cas, oui, on prend E de T1 parce que E de L de A est égal à 0. Parce qu'il n'y a personne qui a travaillé sur le A pour le moment. D'accord? Mais s'il y avait des transactions qui ont lu, parce que bon, ici, il n'y a que 2 transactions, mais supposez que dans un ordonnancement, on a plusieurs transactions. D'accord? Plusieurs transactions et on a déjà fait des lectures. S'il y a une transaction plus récente que T1 qui a déjà lu, ça veut dire E de L, par exemple, supposons que E de L de A est égal à 4. Ça veut dire la transaction numéro 4, on suppose que la transaction numéro 4, c'est la plus récente, puisqu'on a les indices, plus l'indice est grand, plus ça veut dire qu'elle est récente. C'est-à-dire on a fait cette convention. C'est une convention, c'est-à-dire on suppose ça, d'accord? C'est-à-dire que l'estampille de la transaction, c'est un compteur. D'accord? Donc, T1, je suppose que son estampille est égale à 1, et si je suppose que E de T4, c'est 4, ça veut dire que dans mon raisonnement, T4 est plus récente que T1. D'accord? Donc, supposons que T1 veut faire la lecture de A, et E de L de A est égal à 4. D'accord? Dans ce cas-là, je ne vais pas écraser E de L de A par 1, par l'estampille de T1. D'accord? Je vais garder le maximum. Et donc ici, c'est 1. Maintenant, R1 de B, donc on va faire la même chose. C'est E de T1 qui va, on va la comparer par l'estampille d'écriture sur le B, c'est la même chose. Et puisque E de B, c'est 0, donc il n'y a pas une transaction plus récente qui a modifié, donc il n'y a pas de conflit, on va accorder, d'accord? Et le maximum, E de L de B est égal au maximum entre E de T1 et E de L de B. D'accord? Et dans notre cas, le E de L de B aussi est égal à 0, donc il n'y a pas de problème. Ça va être 1. Donc E de L de B est égal à 1. Très bien. Maintenant, R2 de B,
R de 2B, c'est T2 qui veut faire une lecture. Est-ce qu'on va accorder? Bon, on a dit tant que c'est des lectures seulement, c'est comme pour le verrouillage. Tant qu'il n'y a que des lectures, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Tant que ce n'est que des lectures. Mais seulement ici, c'est c'est l'estampille des objets. Des fois, ça change, des fois, ça ne change pas. D'accord? Ici, E de L de B, ça va prendre le 2 parce que la transaction qui veut lire son estampille est égale à 2. Et la dernière transaction qui a lu, c'est 1. C'est-à-dire E de L de B, l'estampille de lecture de B, c'était à 1. Donc ici, E de L de B va prendre la valeur 2. La même chose pour... Madame, oui, madame, le max, E de T2, chez E de T1. non, oui, très bien. Très bien, parce que c'est T2 qui veut faire la lecture. Très bien. C'est T2 ici. Bon, parce que c'est à cause du copier-coller. Très bien, c'est E de T2 et je le compare avec l'estampille de lecture de B. Très bien. Maintenant, pour R2 de A, toujours c'est des lectures, donc je vais autoriser et EL de A va prendre l'estampille de E de T2. Maintenant, on est arrivé à W2 de B. C'est quoi la condition pour permettre de faire l'écriture? W2 de B. J'ai W2 de B, ça veut dire que c'est T2 qui veut faire une écriture sur B. Quelle est la condition pour que je puisse permettre? E de B supérieur à E de A. E de B, vous répétez E de B? Supérieur à E de A, estampille de A. Alors, précisez, on ne parle pas de A et de B, on ne compare pas A et B. T1 et T2. T1, T2. Donc, ici, c'est T2 qui veut faire une écriture sur B. D'accord? C'est T2 qui veut faire une écriture sur B. Donc, qu'est-ce que je compare? E de T2 supérieur à E de T1. L'estampille de B, qu'est-ce que je vais prendre? L'écriture ou écriture? Je vais comparer l'estampille de T2 avec l'estampille de B, de lecture ou d'écriture? Voilà, votre camarade dit les deux. Écriture, madame. Les deux, très bien. Bon, il y a vos camarades qui ont écrit. L'estampille de T2 est supérieure ou égale à l'estampille d'écriture de B et l'estampille de lecture de B. D'accord? On a dit que pour permettre à une transaction d'écrire, il ne faut pas qu'une transaction plus récente, il ne faut pas qu'elle ait fait une lecture sur l'objet ou une écriture sur l'objet. D'accord? Donc, on va comparer par rapport à l'estampille de lecture et l'estampille d'écriture de B. Très bien. Bon, il y a vos camarades dans le chat qui ont répondu. Donc, la condition dans notre cas, c'est E de T2 supérieur à l'estampille d'écriture de B. C'est-à-dire là, ce n'est pas la condition, on est en train de comparer. Nous, il faut que E de T2 soit supérieur ou égal à E de B, l'estampille d'écriture de B, et E de T2 doit être supérieur ou égal à l'estampille de lecture de B. Dans notre cas, E de T2 est supérieur strictement à l'estampille d'écriture et de B, et elle est égale à l'estampille de lecture, parce que c'est T2 qui a fait la dernière lecture sur le B. E de L de B est égal à 2. Donc, OK, on permet, ça veut dire que OK, on autorise de faire l'écriture, et maintenant, on doit mettre à jour E de B, c'est-à-dire l'estampille d'écriture de B. Ici, on n'a pas besoin de faire un maximum. D'accord? Parce
puisqu'on est sûr que c'est la dernière qui a écrit, puisqu'on ne permet pas de faire des écritures en parallèle comme pour les lectures. D'accord? Donc, E de B est égal directement à E de T2. Dans notre cas, c'est 2. D'accord? Et donc, on va mettre à jour l'estampille d'écriture de B. D'accord? Donc, la condition, il faut que E de T2 soit supérieur ou égal à l'estampille d'écriture de B, et en même temps, E de T2 doit être supérieur ou égal à l'estampille de lecture de B. Par contre, dans la lecture, il faut que ça soit supérieur ou égal à l'estampille d'écriture. D'accord? Ici, je n'ai pas écrit la condition, j'ai écrit dans notre cas, c'est supérieur. Mais si c'était égal aussi, on l'accepte. D'accord? La condition dit supérieur ou égal. Très bien. Donc, pour W de A, donc, quand vous voyez, ce sera la même chose. W de A, on compare E de T2, c'est-à-dire 2, à E de L de A, c'est 2. Et E de A, c'est 0. Donc, la condition, elle est vérifiée. On va accepter de faire l'écriture. D'accord? Et je vais changer ici l'estampille d'écriture de A. Donc, l'estampille d'écriture de A est égale à 2. L'estampille d'écriture de B est égale à 2. Et la même chose, l'estampille de lecture de A, c'est égal à 2. L'estampille de lecture de B est égale à 2. On arrive à W1 de A. W1 de A, c'est T1 qui veut modifier le A. Or, T2, qui est plus récente, a déjà modifié et elle a déjà lu le A. Alors, il y a votre camarade, mademoiselle Tala, qui demande pourquoi on fait les deux. Pourquoi, c'est-à-dire, on fait la condition sur les deux. On a expliqué tout à l'heure les conflits. Les conflits. Les conflits pour pouvoir permettre à une transaction de faire l'écriture. Si une transaction veut faire une écriture sur un objet, il ne faut pas qu'il y ait une transaction plus récente qui a déjà lu ou bien qui a déjà écrit sur l'objet. Donc, c'est pour cela qu'on doit comparer par rapport à l'estampille de lecture et l'estampille d'écriture. Les deux. D'accord? Parce que s'il y a une estampille de lecture est supérieure à l'estampille de la transaction qui veut faire maintenant l'écriture, on ne lui accorde pas la lecture. Ou bien si l'estampille d'écriture est supérieure à l'estampille de cette transaction, on ne va pas lui accorder aussi. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Ou il y a encore mademoiselle Tala? Très bien. Parce que si vous comprenez bien cette histoire de conflit, quand est-ce qu'il y a le conflit et comment l'exprimer dans notre cas, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que ce soit pour le verrouillage ou pour l'estampillage. Il faut bien comprendre les cas de conflit. Quand est-ce qu'il n'y a pas de conflit et donc on autorise? Quand est-ce qu'il y a un conflit, on n'autorise pas. D'accord? Si vous comprenez bien ces cas-là, que ce soit en verrouillage ou dans l'estampillage, normalement, vous n'aurez pas de problème, quel que soit l'ordonnancement qu'on vous donnera. Mais là, il faut bien comprendre comment ça se passe. D'accord. Donc, qu'est-ce qui nous reste? La dernière opération, on a dit, c'est W1 de A. Ça veut dire que c'est T1 maintenant qui veut faire une écriture. T1 qui veut faire une écriture, qu'est-ce qui se passe? Et donc, Metoshi, ça veut dire qu'on on va rejeter donc l'opération et on peut la relancer après
avec une nouvelle estampille. D'accord? On va rejeter, ça veut dire là, il y a un refus. D'accord? C'est un conflit. E de T1, c'est 1. Et on va comparer, que ce soit pour E de L de A ou E de A, les deux sont égales, les deux valeurs sont égales à 2. Donc supérieure strictement à E de T1. Et donc la condition n'est pas vérifiée. Donc ici, donc E de T1 est inférieur à l'estampille d'écriture de A et E de T1 est en même temps inférieur à l'estampille de lecture de A. Parce que l'estampille de lecture de A est égale à 2 et l'estampille d'écriture est égale à 2. E de T1, E de T1 est égal à 1. D'accord? Très bien. Donc, on va refuser et T1 est annulé ou elle est rejetée. D'accord? Et on vous dit que dans certains systèmes, on va la relancer avec une nouvelle estampille. D'accord? Bon, dans notre cas, nous, on s'arrête là. C'est-à-dire quand on vous demande un ordonnancement avec l'algorithme d'estampillage, vous arrêtez la dernière opération. C'est-à-dire vous faites toutes les opérations et vous arrêtez. D'accord? On va faire le deuxième ordonnancement. Alors, donc initialement, les estampilles de lecture et d'écriture de A et B sont initialisées à 0. D'accord? On commence par T1 qui veut faire une lecture de A. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe pour R1 de A? On va accorder. Oui. Donc, R1 de A, on va accorder. On va mettre à jour L de A à 1. Ensuite, R1 de B, on va accorder. Pour R1 de B, est-ce qu'on va accorder? Parce que puisque les estampilles, toutes les estampilles sont initialisées pour le moment à 0. Donc, on aura toujours l'estampille de la transaction qui est supérieure aux estampilles d'écriture. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. On va accorder. Donc, R1 de A, on va accorder. R1 de B, on va accorder. R2 de B, on a dit tant que ce n'est que des lectures, donc il n'y a pas de problème. Donc, pour les 3 lectures, on va accorder, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a W1 de A. Est-ce qu'on va accorder pour W1 de A ici? Attendez, je commence par écrire pour les lectures. On va écrire pour les lectures. C'est comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour les lectures. D'accord? Donc, E de L de A, c'est 1. E de L de B, c'est 1. E de L de B est devenu 2. Très bien. Maintenant, W1 de A. Donc, vous avez, c'est A, on s'intéresse à A. Alors, pour W1 de A, on compare E de T1 à EL de A et EE de A, c'est-à-dire estampille de lecture de A, estampille d'écriture de A. Bon, il y a vos camarades qui disent oui, on va accorder. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, vous êtes tous d'accord. Donc, pour W1 de A, on va accorder.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe juste après? On a R2 de A, c'est-à-dire c'est T2 qui va lire. Donc d'abord, on va écrire pour le A. D'accord? Donc, on a E de T1 qui est supérieur strictement à E de A et qui est égal à E de L de A. Et donc, on accorde et l'estampille d'écriture de A va prendre le 1. Donc, E de L de A est égal à 1. L'estampille d'écriture est égale à 1. Mais l'estampille de lecture de B est égale à 2 et l'estampille d'écriture de B est égale à 0. Donc, on est arrivé à ça pour le moment. Et maintenant, c'est T2 qui veut faire la lecture de A. Est-ce qu'on va lui autoriser? Oui, mademoiselle Benali, c'est vrai que tu es intermine, mais ici, puisqu'il n'y a pas un problème de verrou, hein, ici, il n'y a pas de libération de verrou. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? T1 ne termine pas, il y a W2 de A en bas. Benali, mademoiselle Benali, il y a W2 de A en bas. Ce n'est pas encore terminé pour T1. Et même si ça termine, on n'a pas de verrou ici. Hein. On ne parle pas de libération de verrou. D'accord. Alors, c'est T2 qui veut faire maintenant une lecture sur A. Est-ce qu'on va lui autoriser E de T2, puisque E de T2 est égal à 2, d'accord? Donc oui, on va lui autoriser à faire, parce qu'on va comparer E de T2 avec E de A. E de A est égal à 1 et E de T2 est égal à 2, donc on va autoriser. E de T2 est supérieur à E de A, et donc le L de E, remarquez que ici, E de L de A, on va le remplacer parce que ici, le maximum, c'est égal à 2. D'accord? Très bien. W de 2B. Donc ici aussi, on n'aura pas de problème parce que E de T2 est supérieur à E de B qui est égal à 0 et il est égal à E de L de B, c'est égal à 2. Et donc, E de T2 est égal à 2. La dernière opération, ah oui, c'est W de A, chez W1. Tout à l'heure. OK. Donc, on va aussi permettre. Donc, ici, les deux transactions se produisent normalement avec l'estampillage. Il n'y a pas une transaction qui a été annulée. D'accord? Donc, avec l'estampillage ici, il n'y a pas une transaction qui a été annulée. Ça s'est produit normalement. Contrairement à O1 où on a eu le relancement, le refus de T1, l'annulation de T1. D'accord? Et ça ressemble parce que ce qu'on a fait avec le verrouillage aussi, dans le premier, on a eu un interblocage. Avec le 2, il s'est produit normalement. Et donc, vous remarquez que aussi pour l'estampillage, le premier, on a eu à annuler T1 parce qu'on avait dit que ici, pour le verrouillage, le système va être obligé d'annuler une des transactions. D'accord? Et donc, dans l'estampillage, c'était un qui a été annulé. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cet exercice?
Alors, je passe maintenant à la série sur le PLSQL qu'on avait fait, le TD PLSQL qu'on a fait la dernière fois. Bon. C'est le TD qu'on a fait la dernière fois. Et on s'est arrêté à une question. Alors, avant, bon, si vous vous rappelez bien, nous avons fait des fonctions. Une fonction, bon, je vais vous rappeler un petit peu l'exercice. On avait donc deux relations, module et résultat. Module quand il y a le nom du module et le coefficient. Résultat quand il y a le matricule, le module et la note obtenue. On avait fait une fonction qui calcule le nombre d'étudiants inscrits dans un module. On a appelé cette fonction nombre étudiant. Ensuite, on a fait une fonction, on a écrit une fonction qui s'appelle admis, qui calcule le nombre d'étudiants admis dans un module. Ça veut dire qu'on donne à la fonction le nom du module, elle nous retourne comme résultat le nombre d'étudiants qui ont eu le module. Ensuite, on a écrit un programme, un bloc PLSQL qui affiche pour chaque étudiant, pour chaque module, le nom du module, le coefficient et le nombre d'étudiants inscrits, le nombre d'étudiants admis et le pourcentage d'admission. Maintenant, il y a une petite erreur qui était dans le bloc. Un de vos camarades m'avait envoyé, ça fait un peu... Enfin, quand on a fait l'exercice, j'ai oublié de corriger. Il a attiré mon attention sur le fait qu'on n'a pas fait le test sur le pourcentage égale 0, le cas du pourcentage égale 0. Parce que nous, on divise, pas le pourcentage, pardon. Pour calculer le pourcentage, on divise par le nombre d'étudiants. Et le nombre d'étudiants, s'il est égal à 0, donc le pourcentage, c'est impossible de le calculer. Donc il y avait ce cas-là il fallait tenir compte de ce cas particulier. D'accord? Donc j'ai corrigé donc ça. Alors ce que je vous ai envoyé dans le corrigé, ce qu'on avait fait dans le TD, c'était ce bloc-là. Donc il suffit d'ajouter, donc, nous on avait directement ça. J'avais écrit directement P égale A fois 100 divisé par N. Donc le problème se pose si N est égal à 0, effectivement. Donc, il suffit d'ajouter. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas faire de chamboulement dans le code qu'on a écrit déjà, pour que ça marche pour tous les modules? Pour les modules là où il y a 0 étudiant, on va mettre le pourcentage 0 aussi. Donc, j'ai dit, if n égale 0, si n est égal à 0, then P reçoit 0. Else, on fait ce qu'on a fait. P reçoit A fois 100 divisé par n, and if. C'est tout. On ajoute ce qui est en rouge, et comme ça, l'affichage va marcher dans tous les cas. Madame, d'accord? Oui. On peut créer une exception pour ce cas. Je préfère, oui, on peut écrire, mais des fois, ça dépend. Des exceptions, des fois, vous sortez complètement du programme. Quand vous faites une exception, vous êtes sorti du programme, et donc là, on est en train de travailler dans un curseur. D'accord? Et dans un curseur, je suis en train de faire la boucle. Pour chaque tuple, je veux l'écrire. Pour chaque tuple, je veux faire le résultat. Donc ici, ce n'est pas vraiment une exception,
D'accord? Parce que c'est pas une erreur. Je ne vais pas considérer ça comme une erreur. D'accord? Oui, madame. Je ne vais pas considérer ça comme une erreur. Dans le cas 0, j'affiche rien pour ce module, pour avoir l'affichage de tout le bloc. D'accord? Pour ne pas sortir du programme. D'accord? Oui, c'est clair. Pardon. Je suis trompée. D'accord, donc ça, c'est pour le cas, pour notre bloc. Alors, il y avait une question qu'on avait, qui était restée concernant un trigger. On vous demande d'ajouter NBmod de type entier dans étudiant, indiquant le nombre de modules acquis par cet étudiant, c'est-à-dire chaque étudiant, on va lui mettre un attribut NBmod dans la relation étudiant qui donne pour chaque étudiant le nombre de modules qu'il a eu. Ensuite, on vous dit initialiser NBmod au nombre de modules acquis, c'est-à-dire la note supérieure par l'étudiant, c'est-à-dire il a eu combien, c'est-à-dire on va, parce que la table étudiant existe déjà, d'accord, elle existe déjà, et donc je vais lui ajouter une colonne, je vais l'initialiser, cette colonne, en faisant le calcul. Pour chaque étudiant, je vais calculer le nombre de modules qu'il a eu et je vais mettre à jour le NBmod. Ensuite, on vous demande d'écrire un trigger qui va mettre à jour NBmod suite à l'ajout, modification, suppression de la note. Est-ce que vous avez compris le... Je vais vous ramener la... Je vais ramener les tables, comme ça. Voilà. Je vais ramener les tables comme ça pour que vous puissiez voir. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Avant de passer à cette question, je vais revenir un petit peu à la question précédente. C'est-à-dire que, alors on fait pour chaque module. Non, oubliez, j'allais faire une remarque. Okay. Alors, donc dans cette question, je répète, donc, dans cette question, donc on vous demande d'ajouter l'attribut NBmod qui va indiquer le nombre de modules acquis par un étudiant. Donc, c'est quoi la commande? La commande qui nous permet, c'est alter table. Très bien, il y a votre camarade qui l'a écrit. Alter table, étudiant, add. Bon, vous avez inversé. C'est le nom de l'attribut. Ensuite, le type. D'accord? Vous avez écrit le type avant. D'accord? Très bien. Donc, alter table, étudiant, add, NBmod, int ou integer. Et je peux ajouter aussi une valeur par. Je ne sais pas si c'est... bon, ce n'est pas obligatoire ici. Est-ce qu'elle est obligatoire ou pas? Est-ce qu'elle est nécessaire, Yanni? Puisque là, je vais initialiser. On va voir après si c'est nécessaire ou pas. D'accord. Je vais voir si c'est nécessaire de donner une valeur par défaut, c'est-à-dire initialiser. Parce que quand je fais ça, ça veut dire que dans toute la colonne,
étudiants, c'est une table qui existe, qui est remplie déjà par des étudiants, par des matricules, des noms et prénoms. J'ajoute NB mode. Quand j'écris comme ça, il va mettre 0 sur toute la colonne lorsqu'il ajoute le NB mode. Si vous ne mettez pas défaut de 0, il va laisser la colonne vide. D'accord. On va voir si c'est nécessaire de faire ça ou pas. D'accord. Dans cette question, on vous demande d'initialiser NB mode par le module, le nombre de modules acquis par l'étudiant. Donc, c'est quoi l'opération? C'est quoi l'opération? C'est un update, très bien. Très bien. Je vais prendre... On va voir. Bon. Alors, donc là, ce update va nous permettre de d'initialiser NBmode. Donc, on a ici ajouté une colonne qui s'appelle NBmode. D'accord? Ici, cette colonne, on va l'initialiser avec le nombre de modules acquis par chaque étudiant. Comment calculer le nombre de modules acquis par chaque étudiant? On va faire, comme on l'a fait tout à l'heure pour la fonction, on va faire le count, on va faire select count, étoile, from résultat, where
R, j'ai appelé le résultat R. R.matricule égale E.matricule. E, c'est la relation étudiant. And R.note supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc ça va nous permettre d'initialiser toutes les lignes de étudiants. Donc ici, finalement, c'est pas la peine. D'accord? C'est pas la peine de faire cette initialisation, elle est en plus, puisqu'on est en train d'initialiser toute la ligne ici. D'accord? Cette initialisation, elle serait nécessaire si, par exemple, on avait créé le trigger qu'on nous demande ici. On demande d'écrire un trigger qui s'appelle mise à jour NBMod, qui va mettre à jour NBMod suite à l'ajout, modification, suppression d'une note supérieure ou égale à 10. D'accord? Si ce trigger, il a été écrit au début, avec la création de la table, avant d'insérer les lignes dans résultat. Dans ce cas-là, on va remplir le NBMod complètement avec le trigger. Et dans ce cas-là, on aurait besoin de faire le default 0. Parce que le trigger, il va mettre à chaque fois plus 1, il va incrémenter à chaque fois. D'accord? Donc, on doit avoir quelque chose avant. Par exemple, s'il va faire NBMod égale NBMod plus 1, ça veut dire que la première fois, NBMod doit contenir quelque chose. Et là, l'initialisation avec 0 est importante. D'accord? Ici, on n'a pas de groupe by, mademoiselle Tala. Alors, la question que je vous pose, vous m'avez dit que vous avez anglais à 3 heures. Est-ce qu'on arrête ou on continue le trigger? On arrête, madame. D'accord, parce que vous avez anglais à 3 heures, et il est 15h05. D'accord. Donc, on va s'arrêter. Pour le trigger, je pourrais vous envoyer la correction. D'accord? Je vous envoie le corrigé. Madame, Oui? s'il vous plaît, madame, et concernant l'interro, Oui? est-ce que c'est prévu pour lundi ou pour un autre jour? Non, ça pas pour lundi. Lundi, on va faire nos enseignements normalement. Et lundi, je vous dirai pour le test. D'accord. Mais ça sera pas, je vous ai dit que ce sera avant les vacances. Ah oui, le problème, c'est pour le temps. À quel moment? On se mettra d'accord le lundi, d'accord? D'accord, je vous dirai. Madame, il n'y a D'accord. pas une possibilité de se contenter de l'interro qu'on va faire après les vacances, en présentiel. Pourquoi? Madame, sincèrement, on est un peu débordé avec les chargés de TP cette semaine et il y a des séances supplémentaires et tout. Du coup, c'est un peu problématique. Si vous pouvez, bien sûr. Je vais voir et bon, je sais pas, parce que. Alors, une dernière remarque à vous dire avant que vous partiez. Vous avez remarqué que on n'a pas eu le temps de bien traiter les exceptions dans le TD, mais puisque vous le faites en TP, pour moi, ça c'est considéré comme fait, hein. D'accord, parce que vous êtes en train de le faire en TP, c'est la même chose. D'accord. Donc, je considère que c'est fait pour les. C'est-à-dire, il ne faut pas dire de la chose de TP, mais de le cours, la de TD. D'accord. C'est presque la même chose. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des cas avec des exceptions. À part le raise exception error que j'ai fait une fois, on n'a pas vraiment traité les exceptions. Mais je sais qu'en TP, vous le faites en détail. D'accord? OK. Donc, je vous remercie. Et je vous dis au revoir. Ne laissez pas votre enseignant. Madame,
Oui. S'il vous plaît, dans le cas d'avoir une interrogation, est-ce qu'on aura les verrous et les transactions? Non. Non. Et aussi, madame, vous pouvez nous envoyer la correction, je ne me souviens pas de la série avec une question 10, de créer un catalogue. Comment? On a une autre question qu'on n'a pas fait dans, je crois que c'est la deuxième série, la 10e question. D'accord. Quelle série? La deuxième? Je crois, La oui. première? Il y avait, la question, c'était créer un catalogue. Je n'ai pas trouvé la série maintenant. Je vais voir. Je vous envoie Je vais par- voir par rapport au corrigé que je vous ai donné D'accord. pour voir quelles sont les questions qui n'ont pas été traitées. D'accord. Les questions qui me manquent, je pourrais vous envoyer le corrigé, pas de problème. Si vous avez besoin d'une autre séance supplémentaire, je pourrais vous faire, il n'y a pas de problème. Vous me dites seulement. D'accord?